Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde sur laquelle on va explorer un petit peu les risques, les avantages, les opportunités des monnaies numériques de banque centrale, les fameuses MNBC. On a eu l'occasion ce matin dans la grande salle avec une partie d'intervenants et particulièrement Michel en fait qui nous avait suivi aussi ce matin de voir si ces monnaies pouvaient cohabiter avec la finance traditionnelle, avec Bitcoin et on va voir aujourd'hui s'il y a des avantages, des risques et des opportunités avec nos intervenants. Avec Philippe Erlin qui est économiste. Merci Philippe d'être avec nous pour échanger sur ce point-là. Tu vas nous dire dans quelques secondes si tu trouves que c'est une opportunité, un risque et on va voir ensemble pourquoi. Yves Chouefati qui est donc chez Tobam, qui est un des plus fervents et anciens pourvoyeurs de Bitcoin. Et tu nous en diras quelques mots aussi. Tu gères un fonds avec le plus de Bitcoin que tout le monde connaisse ici. Et Michel Kazaka, que j'ai eu l'occasion de voir ce matin aussi à ma table ronde, qui travaille chez Value Chain, et tu accompagnes des entreprises et en tant que consulting sur ces questions-là. On va démarrer avec Philippe. Philippe, risque, opportunité en tant qu'économiste, comment tu aperçois ces monnaies numériques de banque centrale et est-ce que tu peux qualifier ce qu'est une monnaie numérique de banque centrale également, s'il te plaît? Alors, monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie émise par la banque centrale qui pourrait circuler facilement sur nos smartphones et donc ça donnera la possibilité de faire des virements de personne à personne facilement, sans frais. Voilà, donc c'est histoire un peu, les banques centrales cherchent à rattraper le Bitcoin, il y a les cryptos, à dire nous aussi on est capable de faire des choses technologiques rapides et tout va bien. Voilà. Maintenant, moi je considère que c'est plutôt une menace ou un risque parce que ça illustre un degré supplémentaire de centralisation de la monnaie. Voilà, donc j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure, mais voilà quoi. Tout à fait. Et on verra effectivement qu'il y a d'ailleurs, Michel, je te passe toute la parole, sur ces différentes monnaies numériques de banque centrale avant qu'on puisse comprendre les enjeux d'inflation, de guerre économique et ce genre de choses qui est en train de se jouer et de voir in fine où est-ce qu'on positionne le curseur. Il y a deux types de monnaies numériques de banque centrale. Il y a celle peut-être de détail pour nous dans cette pièce-là avec nos portefeuilles et ces fameuses limites de 3 000 € où on ne sait trop combien. Et puis il y a celle de gros. Je ne crois pas que ça fonctionne. On va venir changer, a priori, ton micro, Michel. Test. Yes. Il a été éteint. Donc oui, rebonjour et merci pour cette deuxième round sur le sujet monnaie numérique de banque centrale, mais sur la question risque et opportunité. Ce matin, on a parlé de DeFi, opportunité pour le DeFi, cohabitation. Là, c'est plutôt risque et opportunité pour les crypto-monnaies, pour Bitcoin. Et en réalité, la question pour moi, c'est une question piège parce que tout risque apporte une opportunité et je pense que Yves ne va pas trop me contredire sur ce point. Donc oui, c'est un grand risque. C'est un grand risque et une grande opportunité aussi. Pour développer très très vite, le risque, il viendrait du fait que la monnaie numérique de banque centrale, que 90% des banques centrales au monde sont en train d'étudier, c'est des monnaies retail. Ça veut dire c'est de l'argent qui va être dans la poche des citoyens, donc nous donner accès à la monnaie centrale sous une autre forme que les billets et les pièces. C'est bien, le public est censé être content, censé, je dis bien ça, censé être content qu'on va dématérialiser tout en gardant le cash, tout en gardant les pièces et les monnaies. On va peut-être les rendre plus chères, plus difficiles, etc., mais on va les garder. Faire circuler de la monnaie banque centrale dans la poche des gens sur Internet. C'est pas mal, ça peut remplacer ou complémenter certaines stablecoins, etc. Mais en revanche, le risque, il viendrait du fait que ça va s'accompagner par des réglementations probablement contre et très dures face au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies, justement pour faire adopter selon des limites, on en reparlera de ces limites-là. Mais les opportunités viendront du fait que pour faire régner les monnaies numériques de banque centrale, ils auront besoin d'un écosystème dans lequel les bitcoins et les frères de bitcoin doivent exister et cohabiter. Et tu es particulièrement connaisseur de ce sujet puisque tu accompagnes, comme je le disais, les réflexions en tout cas autour de ces sujets-là, que ce soit avec Value Chain ou avec du coup l'autre structure. France Payment Forum, entre autres. Sur lequel vous avez fait un position paper il y a quelques mois. Yves, toi qui as vu Bitcoin arriver, comment tu aperçois l'arrivée maintenant des MNBC? Ok. En fait, il y a plusieurs types de monnaies. Quand on parle de l'euro, on parle d'une chose, mais elle se matérialise par différentes, si vous voulez, différents avatars. Il y a la monnaie banque centrale qu'on connaît et qui est à notre disposition à tous. C'est les billets de banque et les pièces de monnaie. Ça, c'est de la monnaie effectivement banque centrale. Il y a quand je fais un virement à Philippe ou que je fais un chèque à Michel, je ne leur envoie pas de la monnaie banque centrale. Je leur envoie de la monnaie qui est émise par une banque commerciale. Et la troisième type de monnaie, ce sont les comptes qu'ont les établissements bancaires auprès de la banque centrale. Ça veut dire que la BNP, la Générale, ils détiennent
de la monnaie banque centrale, non pas sous forme de billets, mais sous forme de comptes qu'ils ont à la banque centrale. Okay. Donc les monnaies banque centrale, il y en a en gros deux, la monnaie retail et la monnaie qu'on appelle wholesale. Donc c'est la monnaie que possède la BNP à la banque centrale. Okay. Donc il y a deux projets de monnaie digitale de banque centrale. Il y a le projet de mettre sur une blockchain, pour faire court, la monnaie wholesale. Et là, est-ce que c'est un risque ou une opportunité? C'est évidemment une opportunité, parce que c'est simplement un petit sujet technique. C'est déjà une monnaie électronique, cette monnaie banque centrale, quelque part. Quand la BNP a un compte à la banque centrale, il n'y a pas de billet de banque. C'est déjà de l'électronique. Donc que l'électronique utilise la technologie de la blockchain ou une autre, ça ne change pas grand-chose. Donc là, c'est à 100% une opportunité et à 0% un risque. Là où on fait un saut complet dans l'inconnu de mon point de vue, c'est quand on parle de monnaie retail de banque centrale. Parce que si vous avez une monnaie retail de banque centrale qui permet exactement les mêmes fonctionnalités que la monnaie commerciale, que la monnaie qu'émet la BNP, quand tu as un compte à la BNP, la banque centrale n'a rien à voir avec là-dedans, c'est la BNP qui a créé cette monnaie, et quand tu m'envoies de l'argent à la Générale, la banque centrale n'est pas du tout concernée par ça. Si brusquement on crée une monnaie digitale retail de banque centrale, là, tous, chacun d'entre nous, on sera soumis à un dilemme. Pourquoi diable garderais-je mon compte à la BNP? Parce que les euros que j'ai à la BNP, c'est plus c'est pas des vrais euros, c'est des euros émis par la BNP. Et les conséquences macroéconomiques ou microéconomiques de ce choc-là, à ma connaissance, elles sont très peu explorées. Je ne suis pas économiste, mais je ne connais pas de papier de fond qui nous décrit qu'est-ce qui va se passer ce grand soir. Donc tout ça, c'est illusoire. Ça ne va pas se passer. Moi, je peux vous le dire, ça ne se passera pas. Parce que ça nous plongerait dans une catastrophe telle, étant donné notre état d'impréparation aujourd'hui, que personne n'a une idée de ce qui va se produire. Donc tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. Personne n'a exploré le truc. Personne ne sait définir ce que c'est que cette monnaie digitale de banque centrale retail. Est-ce qu'elle sera fongible à l'euro? Est-ce qu'elle sera donc en quantité illimitée ou pas, etc. Donc là, je ne vois que des risques et je ne vois vraiment aucune opportunité. Et personne n'a décrit clairement ce que serait cette opportunité au niveau macroéconomique, que je le sache. Philippe, si on se plonge un petit peu dans ce monde-là, qu'identifie Yves, est-ce que tu as quelques pistes justement pour répondre à ces inquiétudes-là? Oui, je vais me référer à un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est très apprécié dans le milieu de la crypto, qui est Saifedean Ammous, qui a publié l'étalon Bitcoin il y a quelques années, Bitcoin Standard en anglais, et qui vient de publier l'étalon Fiat, qui vient d'être traduit en français, qu'on peut trouver chez Consensus Network. Je fais un peu de pub pour un petit éditeur qui pousse des livres sur le Bitcoin. Et il dit les MNBC, enfin, je parlais tout à l'heure de centralisation de la monnaie, une nouvelle forme de centralisation. Les MNBC donneraient aux banques centrales des capacités de surveillance totale et en temps réel des portefeuilles et des dépenses de chaque citoyen. Et il explique que l'analogie la plus proche du fonctionnement de la MNBC est la Gosbank, la banque d'État de l'URSS, qui était la seule banque de l'Union soviétique entre 1930 et 1987. Voilà. C'est-à-dire que c'est une façon de remonter la monnaie au niveau de la banque centrale. C'est quelque chose qui peut être assez grave, comme tu disais tout à l'heure, Yves, sur notamment l'aspect retail, l'aspect particulier, notamment en cas de bank run. C'est-à-dire, il faut savoir que les premiers à s'être plaints officiellement de cette monnaie, ce ne sont même pas les gens du milieu de la crypto, ce sont des banques, plusieurs banques commerciales américaines qui ont fait un communiqué public pour dire que le projet de la Fed, parce que toutes les grandes banques centrales ont ce projet-là dans les cartons, le projet de dollar numérique, ça les inquiétait parce qu'il y avait des risques de bank run, justement. Parce qu'un bank run, c'est quoi? Votre banque est en faillite ou vous pensez qu'elle est en faillite, il y a un mouvement de panique, vous allez retirer des billets au DAB. Mais les billets que vous retirez, les billets de banque, c'est de la monnaie banque centrale. C'était émis par la banque centrale, alors que tous les euros numériques qu'on utilise, c'est de l'euro BNP, LCL et compagnie, mais les billets, et là, le problème, c'est que c'est compliqué les DAB parce que très vite, il n'y a plus de billets. Quoi, voilà. Donc, alors qu'avec de l'euro numérique, on pourrait faire un bank run de chez soi, sur son ordi, sur son smartphone. On décide de vider ses comptes bancaires et de les mettre en euros banque centrale. À ce moment-là, on sait qu'une banque centrale ne fait pas faillite
Alors, elle peut faire de la planche à billets et la monnaie se dévalue, mais elle ne peut pas faire faillite. Donc, vous êtes au moins certain d'avoir ces billets-là, même s'il va Elle roule sa dette. Voilà. Par contre, la faillite, la banque commerciale fera immédiatement faillite. Alors, parce voilà, qu'il n'y a aucune banque commerciale au monde qui peut faire face et voilà, à ce genre de choses. un tel retrait, voilà, donc ça pose ce problème-là, voilà, et alors, la BCE a dit que pour limiter cet effet-là, elle limiterait les comptes à 3 000 €, mais bon, quel intérêt, parce que 3 000 €, c'est une somme qui peut être ridicule pour certaines personnes, et aussi pour les entreprises et les PME, ça n'a pas de sens, donc où est-ce qu'on met la limite, en fonction des revenus ou pas, et ça devient extrêmement complexe à gérer. Donc ça pose un gros problème au sein même de la finance traditionnelle, et c'est ça qui est intéressant de suivre comme débat, quoi. Ouais, j'ai vraiment des compléments importants à donner ici. Yves a mentionné le fait qu'il n'a pas vu beaucoup d'études qui parlent des conséquences d'une émission, d'une distribution d'une monnaie numérique de banque centrale. Il y en a, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, mais il y en a beaucoup, très sérieuses. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'intelligence des banques centrales. Alors, ils peuvent faire beaucoup de bêtises, hein, je ne dis pas le contraire, j'en connais, on vient d'un pays, j'ai des origines de pays libanais aussi, donc oui, mais il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des personnes qui travaillent dans les banques centrales, avec les banques centrales et autour des banques centrales. Les études, donc il n'y en aura pas de bank run parce qu'ils savent déjà qu'ils vont mettre des plafonds. Alors, les plafonds vont limiter l'engouement pour aller l'adopter. Mais pour encourager l'adoption, ils vont mettre un taux d'intérêt positif. Ils demanderont aux banques privées, donc à la BNP, de faire distribuer, comme elle distribue des billets et des pièces, de distribuer la monnaie numérique de banque centrale avec un modèle économique. Alors la BCE vient là depuis quelques jours de publier une étude de ce qui pourrait être un modèle économique pour les banques commerciales. Sachez que les banques commerciales ne veulent surtout pas de la MNBC. C'est, comme on vient de le dire, c'est contre-productif pour eux, c'est pas bon pour leur business. Donc il y a un modèle économique de leur dire, bon, on vous rémunère. Ça sera rentable. Vous allez faire ça en plus de l'instant payment, en plus du request to pay, en plus de cartes, en plus de mobile, paiement mobile, banque en ligne. Ils ont beaucoup de projets, beaucoup de coûts à mettre en place. Donc ils vont leur créer un business model. Et ils vont éviter les bank runs par des limites. Les limites peuvent être différentes pour chaque personne. On ne va pas vous interdire, on va pas nous interdire d'avoir plus que 1000 ou 3000. En revanche, au-delà de 3000, il y aura un taux d'intérêt négatif pour nous décourager de garder des montants en réserve. Donc en gros, l'idée aujourd'hui, l'idée du MNBC, c'est quoi? C'est une monnaie qui va servir uniquement pour du paiement, pas en tant que réserve de valeur. Elle garantira, pour éviter des problèmes comme il y a eu au Venezuela ou au Liban, que les gens n'aient pas accès à leur banque, à leur monnaie dans la banque commerciale. Ils auront accès à une forme de monnaie de banque centrale dans leur poche, limité à un plafond. Le plafond, il roule, 3 000 € par semaine de plafond de paiement, 15 000 € par mois maximum, montant de paiement cumulé. En revanche, il faut qu'ils trouvent encore des modèles pour les B2B, pour que les entreprises, 3 000 €, ça ne sert à rien du tout, quoi. Et donc là, c'est les banques commerciales qui doivent trouver un business model pour vendre un service. Donc voilà, c'est une longue histoire qui va se terminer ou arriver en 2025. On est encore loin pour avoir trouvé toutes les réponses. Pour préciser un peu ma pensée tout à l'heure, effectivement, on peut maintenant parler effectivement de 3 types de monnaies digitales de banque centrale. Le wholesale, pour lequel je pense qu'il y a assez peu, il n'y a pas de critique, si vous voulez, théorique contre la monnaie banque centrale électronique de wholesale, parce que là, effectivement, c'est déjà le cas. Hein, quelque part, la monnaie banque centrale wholesale est déjà électronique. Là, on parlait du détail, et dans le détail, il y a deux versions de la monnaie digitale de banque centrale. Une version qui serait généralisée, et donc qui viendrait se substituer dans tous ses usages, hein, à l'euro qu'on connaît. Et c'est là que je dis que cette monnaie-là, elle est assez peu explorée. Et après, effectivement, on peut introduire quelque chose qui est plus de l'ordre, pas dire de l'ordre du gadget, mais de l'ordre du moyen de paiement, hein, qu'une nouvelle monnaie. Et là, effectivement, si on fait tout artificiellement pour que ne jamais qu'elle joue le rôle d'une monnaie à part entière, effectivement, on n'aura pas, hein, les problèmes d'une monnaie à part entière. Si on se place à un niveau assez élevé, au niveau, si vous voulez, un peu des principes et de la théorie, une bonne idée, c'est une idée qui est simple. Hein, pour qu'une idée, si une idée ne peut devenir bonne qu'au prix de contraintes qui sont toutes artificielles, etc., hein, c'est que l'idée initiale, elle n'est peut-être pas bonne, quoi. Hein. Cette idée, justement, Philippe, quand on écoute nos banquiers centraux ou la Banque de France, qui justement fait partie du cercle de réflexion, elle est
Allez, notamment pour mieux gérer l'inflation, nous dit-on, pour mieux gérer le rapport direct avec le citoyen et peut-être qu'en cas de crise, on puisse directement créditer son compte au lieu de passer par le quantitative easing et racheter les actions sur les marchés financiers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut vraiment aider à ce genre de choses? Ça me semble un peu douteux. Sur le fait que la Banque centrale crédite directement les comptes dans le cas du quantitative easing, à mon avis, ça se fera pas parce que ça doit passer par le gouvernement, parce que le gouvernement, il a intérêt électoral, quoi. Il veut pas laisser ça à la Banque centrale, quoi. Il veut pas que ce soit Christian Noyer qui recueille les lauriers de distribution d'argent. Il faut que ce soit le gouvernement qui recueille les lauriers. Donc je pense pas que ça se fera comme ça. Mais surtout, je crois que les objectifs affichés par les banques centrales pour diffuser ces MNBC ne sont pas vraiment ceux qu'elles affichent. Quand on regarde le pays qui est le plus avancé là-dessus, c'est la Chine. Et la Chine, évidemment, l'objectif, c'est d'étendre le crédit social, quoi. On sait tout ce que c'est. Et avec le yuan numérique et l'interdiction progressive du cash, ça permettra au pouvoir central chinois de contrôler l'intégralité des dépenses réalisées par les Chinois. Donc ça a un outil de contrôle absolument fabuleux, quoi, pour eux. Et c'est pour ça que ça avance très vite en Chine. En Europe, moi, j'ai l'impression que le dossier, il est mis en avant surtout pour empêcher l'émergence de stablecoins sur l'euro. C'est-à-dire que la BCE ne veut pas de concurrents sur ce terrain-là. Elle fait tout pour empêcher l'émergence d'un tel projet. Même les stablecoins en dollars seraient menacés par la législation MiCA. Hein, on en a parlé ce matin à la salle Ledger. Voilà, donc même là, ce serait menacé. Bon, le résultat, c'est quoi? Effectivement, alors qu'on a beaucoup de grands groupes en Europe qui ont tout à fait les moyens et les compétences de lancer un tel stablecoin, personne ne le fait. Le résultat, c'est que c'est un groupe américain qui est en train de lancer le stablecoin sur l'euro le plus solide, qui est le ROC, et qui est lancé par Circle, qui est une grosse boîte américaine, qui a lancé l'USDC, qui est le deuxième stablecoin sur le dollar et qui sera certainement bientôt le premier en volume. Voilà, donc ça va nous pousser sous le nez, et au lieu d'avoir un acteur européen solide et sérieux, c'est une boîte américaine qui va récupérer ce marché-là, quoi. Et donc on voit la politique vraiment destructrice et suicidaire de la BCE dans ce domaine, quoi. Voilà. Alors, et justement, Michel, tu disais, on est sur 2025, ça paraît loin, en même temps, c'est pas si loin que ça, surtout sur ce genre de réflexion. Mais clairement, si on s'accélère, même si la genèse, c'est le Libra de Facebook et ses monnaies privées, c'est aussi la Chine, comme vous le disiez, comme tu le disais, Philippe, à l'instant. Il faut aller combattre la souveraineté chinoise qui peut-être est en train de grandir grâce à cette programmabilité de la monnaie. Et c'est justement le deuxième atout, après peut-être la gestion de l'inflation, que nous prônent les banques centrales et les MNBC. Est-ce que là aussi, ça peut être, Yves, ou même tous les trois, une bonne idée de rajouter de la programmabilité sur la monnaie pour aller concurrencer le dollar, qui n'avait pas besoin de cette programmabilité pour être partout déjà, lui? La programmabilité, ça veut dire la BCE met sa main dans mon porte-monnaie, quoi, concrètement. Donc ça me plaît pas trop, quoi. Je veux dire, la BCE peut décider de supprimer une partie des euros numériques que j'aurai sur mon portefeuille. Ça dépend dans le code, mais effectivement, ça pourrait. Alors elle peut aussi mettre un taux d'intérêt positif pour me faire plaisir, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours une contrepartie. Ou alors négatif pour m'obliger à dépenser et soutenir la croissance économique. Enfin, non, la programmabilité, non, ça remet en cause la propriété qu'on a de la monnaie, quand même, hein, quelque part. Tu parles des propriétés de la monnaie, on pourrait venir à la définition de la monnaie. On utilise le terme monnaie, et ensuite, derrière la monnaie, il y a plusieurs usages. Hein. Donc, il y a, Aristote a défini la monnaie comme étant un objet qui avait trois propriétés, qui permettaient le transport de la valeur dans le temps, hein, qui permettait d'être un instrument d'échange, un média d'échange, et qui permet d'être un instrument de comptabilité, une unité de compte. D'accord ? D'après moi, la propriété la plus fondamentale, c'est la réserve de valeur. C'est parce qu'elle est réserve de valeur, hein, que finalement, elle peut être un média d'échange et qu'elle peut être une unité de compte. D'ailleurs, les pères fondateurs de l'euro, hein, l'ont bien vu. Les pères fondateurs de l'euro, ils ont créé un truc qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. Et ils ont donné à la Banque Centrale, il y a eu une grande discussion là-dessus. Hein, il y a des gens qui voulaient que la Banque Centrale ait deux missions, hein, la stabilité des prix et la stabilité financière. Et il y a eu un autre camp qui voulait non, seulement la stabilité des prix. Et d'ailleurs, bizarrement, hein, c'est le deuxième camp qui a gagné.
Ils ont dit non, on ne veut que la stabilité des prix. Hein, la pratique, malheureusement, a été dans une autre direction. Et il faut comprendre que dès lors qu'on donne à l'Institut des missions plusieurs missions, toutes les autres missions que la stabilité des prix, elles vont s'exercer aux dépens de la première mission. Donc ça fait longtemps, si vous voulez, que le dollar et l'euro ont abandonné leur propriété de transport de la valeur dans le temps. Hein, donc si on considère l'euro et le dollar comme étant simplement des choses qui permettent au commerce de fonctionner, qui permettent de faire de la comptabilité, mais qui ne permettent plus du tout de transporter la valeur dans le temps, ben là, tout est différent. Hein, et je pense que c'est dans cette direction-là que très lentement on se dirige. D'accord ? Et un jour viendra, enfin une possibilité, c'est qu'un jour vienne où on ne stocke plus du tout la valeur dans la monnaie. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs devenu quelque chose qui est minoritaire. Le stockage de la valeur de long terme, il ne se fait plus dans la monnaie. Hein, les comptes courants ne sont pas ultra créditeurs. Hein, il y a encore les entreprises qui stockent de la valeur dans la monnaie parce qu'elles en sont un peu obligées. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est un monde où on stocke la valeur dans des instruments financiers différents, le Bitcoin en est peut-être un, hein, et que l'euro serve à autre chose. Et si l'euro sert à autre chose, eh ben, la manipulation de l'euro par le banquier central, ben, quelque part, l'économie se sera immunisée contre ce risque. Hein, et je pense que c'est quelque chose qui est naturel. Les déviations dans la gestion de la monnaie par les banques centrales, au cours des siècles, des décennies ou des dernières années, font que progressivement l'économie va s'immuniser, a commencé déjà à s'immuniser contre ces comportements erratiques des banques centrales. Et finalement, les comportements erratiques des banques centrales deviendront de plus en plus anodins. Parce que de toute façon, on n'utilisera plus la monnaie pour stocker la valeur dedans. Donc ça, c'est une possibilité d'ouverture. Est-ce que c'est par là qu'on va, Michel ? Je vais rappeler Yves, qu'il m'a mentionné, depuis 2 ans peut-être, le livre de Frédéric Hayek, La concurrence des monnaies. Et d'ailleurs, dans la théorie aussi de Milton Friedman, c'est que la meilleure monnaie gagne. La règle du marché va s'appliquer, qu'il y ait du secteur public ou du secteur privé, qu'il y ait des banques centrales, des États, de la Chine qui veut jouer, c'est un acteur du marché aussi. Donc les règles du marché vont s'appliquer. Sachez qu'il y aura une monnaie numérique de banque centrale. Il ne faut plus se poser la question est-ce qu'il y en aura ou il n'y en aura pas. Il y a eu des rumeurs comme quoi le Japon allait l'abandonner, que les banques vont refuser. Il y aura des monnaies numériques de banque centrale. Il y aura même des multi-CBDC, des monnaies numériques de banque centrale cross-banque centrale. Le système monétaire est en train d'évoluer. Il n'a pas le choix. Faites du Bitcoin, on va faire du Bitcoin, on va faire du Lightning, on va faire évoluer la DeFi. C'est un projet en parallèle. Mais le système électronique classique, il n'a pas d'autre choix que d'évoluer. Dans la théorie du jeu, c'est son meilleur jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, lui dire abandonner le système électronique, adopter Bitcoin n'a aucun sens dans la théorie de jeu pour le système actuel. Donc pour eux, ils vont les mettre. Ils vont les mettre dans quelles règles ? On a tous demandé d'abord la privacy. Lorsqu'ils ont fait un sondage en 2020, tous les Européens ont répondu. Les Européens, c'est moi et vous, les entreprises, les acteurs de la chaîne de valeur, y compris les banques. Ils ont répondu. Premier critère à attribuer, c'est je veux de la privacy. Bon, bah, d'accord, mais comment le faire ? Donc clairement, il y aura un peu de privacy sur les MNBC, peut-être sur certains petits plafonds, par exemple les 3 000 €, par exemple 50 € d'achat avec votre wallet. Dans ce cas-là, oui, il peut y avoir dans des scénarios un wallet dans lequel on met notre MNBC sur le wallet et on peut faire même des transactions offline. Alors ça va être très 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 à la marge. Et sur ça, il y aura un peu de privacy, mais toute transaction qui va passer par un système de compte, en gros distribué par la BNP, distribué par nos banques, là, il n'y a pas de privacy. C'est la BNP qui va autoriser le paiement et la Banque centrale aura la vision. Actuellement, la Banque centrale ne voit rien de nos paiements qu'on fait avec nos comptes bancaires. C'est notre banque qui voit. Donc la monétisation des données, la valorisation des données, les jeux qu'on fait avec les données paiement, il n'y a pas plus cher que les données paiement. C'est les données les plus fiables possibles à vendre et à acheter et à monétiser. Donc la Banque centrale, oui, elle va avoir l'accès à toutes les transactions. Alors ils vont nous dire, oui, mais on va vous garantir une privacy sur certains plafonds. Il faut avoir que c'est un projet qui est en cours, qui va avancer. En revanche, l'opportunité pour Bitcoin, elle vient de ça. Elle vient du fait que leur projet, c'est d'émettre un stablecoin euro étatique. Mais qui dit que le stablecoin, c'est l'avenir des monnaies ? Et stable par rapport à quoi ?
Est-ce que la valeur de l'euro, elle est en train de gagner ou elle est stabilisée par rapport à un pouvoir d'achat? Pas du tout. Donc aujourd'hui, les stablecoins, en soi, c'était une solution temporaire, technique pour certains besoins très temporaires. En revanche, les projets de Bitcoin sont très différents. Donc c'est pour ça qu'il y a une opportunité pour Bitcoin dans la loi de marché de gagner. En revanche, c'est là où j'ai une petite nuance par rapport à Yves aussi. Il pense, mais il a aussi raison, hein, il pense que la valeur d'une monnaie vient parce qu'elle est une réserve de valeur. Je ne veux pas le contredire, je peux faire un débat maintenant, mais c'est parce qu'elle est utilisée en tant que moyen de paiement qu'elle devient une réserve de valeur. On va peut-être faire un débat plus tard sur ça. Est-ce que c'est une valeur intrinsèque ou pas? Philippe a l'air un petit peu Mais dubitatif. je vous invite à voir tout de suite après cette séance, la séance sur les paiements. C'est un monde caché. C'est un monde complètement caché, les paiements. Et je vais vous expliquer dans ce monde-là, c'est quoi l'histoire d'une transaction de paiement et pourquoi ils sont obligés de faire évoluer les moyens de paiement avec la MNBC, entre autres. Pas convaincu, Philippe? Non, c'est pas le fait d'utiliser une monnaie comme moyen de paiement qui donne sa valeur, même si c'est vrai que, vous parlez de concurrence des monnaies, en fait, elle n'a pas lieu. On est obligé de payer ses impôts en euros, les contrats sont rédigés en euros, les salaires, les prestations sociales sont libellés en euros, on ne peut pas en sortir, quoi. C'est extrêmement difficile. Ça se paye après. C'est extrêmement difficile. C'est des petits barrages temporaires. Alors le fait qu'on soit obligé de l'utiliser pour tous les paiements, finalement, ça lui donne quelque part de la valeur, parce que tout le monde est obligé d'avoir de l'euro. Voilà. Le problème, c'est que comme il y a de la planche à billets, et maintenant on est en plein dedans avec l'inflation, on se rend compte que cette valeur-là, tout le monde se rend compte que cette valeur-là, elle s'étiole quasiment de mois en mois, parce qu'on va être bientôt à 10%, dans plusieurs pays européens on est à 10%. Là, ça commence à devenir vraiment inquiétant, quoi. Et donc la concurrence des monnaies, oui, qu'on nous laisse la possibilité de choisir d'autres monnaies. Moi, depuis longtemps, je défends la possibilité de pouvoir faire des transactions en or, hein, mais ça c'est impossible, parce que si on utilise un Napoléon, on est obligé de déclarer les plus-values. C'est comme pour le Bitcoin d'ailleurs. On peut pas utiliser, c'est très difficile d'utiliser dans une transaction en France de l'or ou du dollar ou autre, ou du Bitcoin. Voilà, donc en fait la concurrence n'a pas lieu, donc j'ai envie de dire chiche, faisons une vraie concurrence. Ensuite les banques centrales peuvent lancer les projets qu'elles veulent, c'est très bien, et puis on verra qui gagne, mais aujourd'hui on n'est pas dans un système concurrentiel. Il y a d'autres conséquences, hein. D'abord sur la monnaie, là, hein, pourquoi on a besoin d'une monnaie? C'est très simple, hein. On a besoin d'une monnaie pour transporter le travail dans le temps, hein. Tous les jours vous venez au boulot, vous touchez un salaire. Pourquoi vous travaillez pour un salaire? Parce que vous espérez qu'un jour ce salaire vous permettra d'acheter le travail de quelqu'un d'autre, c'est tout. D'accord? Tous les deux, on vient d'un pays où il y a eu de l'hyperinflation, où il y a eu plusieurs phénomènes malheureusement d'hyperinflation. Dans ces pays-là, quand vous touchez votre salaire, vous avez intérêt à le dépenser avant la fin de la journée. Hein, parce que le lendemain, vous savez que le pouvoir d'achat de votre monnaie il a baissé de 25%. Okay, alors essayez de développer un pays, une ville, un village ou une famille dans ces conditions-là. Hein, c'est quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir transporter la valeur dans le temps. C'est quelque chose qui est fondamental, qui fonde la prospérité du pays. C'est fondamental, c'est pas une conséquence de la prospérité, ça fonde la prospérité. D'accord ? Le bouquin qu'a cité Michel, que moi-même je lui avais cité dans le temps, hein, le bouquin de Friedrich Hayek, c'est quoi? La thèse de Friedrich Hayek, c'est que dès lors qu'un groupe de personnes dispose du monopole de l'émission monétaire, d'après Friedrich Hayek, tôt ou tard, ce groupe de personnes va abuser de la mission, du monopole. Hein, et il dit, de cet abus, il va naître des crises qui sont cataclysmiques. Et si on veut se débarrasser de ces crises, eh ben, il faut abolir les monopoles. Hein, c'est ça le bouquin de Friedrich Hayek. Okay, il faut comprendre que la monnaie, de même que la monnaie elle permet le développement, la monnaie elle peut empêcher le développement. Hein, j'ai écrit un article il y a quelques années dans un grand quotidien économique français, hein, et je commençais l'article en parlant de mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle, c'est que mon père est chirurgien, ma mère est anesthésiste. Et je disais, le banquier central, c'est l'anesthésiste. Hein, le problème, c'est que quand on est anesthésié, on croit qu'on n'a plus besoin de chirurgien. Okay, d'ailleurs, il y a des personnages politiques hein, très hauts en couleur en France hein, qui disent « Mais pourquoi diable devrait-on réformer? Il suffit de s'endetter. » Okay, et à la fin, eh ben, en fait, l'économie, elle perd de son efficacité. Tout se paye. Hein, voilà, on perd de son efficacité. Hein, on est dans des paradis artificiels, hein, d'argent magique. Hein. Avant, on parlait d'argent facile, maintenant on parle d'argent magique.
Hein, et il n'y a plus besoin de réformer quoi que ce soit. On dit que la France n'est pas réformable, c'est absolument faux. La France est ultra réformable. En 1981, François Mitterrand a réformé la France en 40 jours de fond en comble. En 83, il a réformé la France dans l'autre sens de fond en comble. La France, elle est réformable. Le problème, c'est que quand on est des paradis artificiels, on croit qu'on n'a pas besoin de la réforme. Hein, et ce coût-là de l'argent magique, c'est un coût qui s'accroît tous les jours et dont on ne s'aperçoit pas. Puis un jour, on se réveille, puis on n'a plus d'industrie. On n'a plus d'agriculture. On a une éducation nationale qui était au meilleur rang du monde et puis qui se retrouve en queue de peloton. Hein, on a un accès à la santé qui est complètement... si on veut avoir accès à une bonne santé, il faut avoir son réseau. Plus de pouvoir d'achat. Plus de pouvoir d'achat et un monde où tout est subventionné. Un monde, on est dans un pays développé, où on considère que l'objectif, c'est d'avoir 25% des gens qui ont besoin d'assistance pour se loger. C'est quand même dingue. Hein, les objectifs, c'est 25% de logements sociaux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 25% des gens, on considère qu'on est satisfait d'avoir 25% des gens qui ont besoin d'être aidés pour se loger. Hein, puis on ne s'en rend pas compte. Et après, progressivement, on baisse. Et tout ça, c'est parce que on n'est pas confronté au monde réel, parce qu'on a été protégé par des taux d'endettement complètement absurdes, où une république comme la République française a le droit de s'endetter à taux négatif pour des centaines de milliards d'euros. Tu souhaitais rajouter quelque chose peut-être, Michel, je voyais avant qu'on passe sur le dernier chapitre, sur la guerre économique et des monnaies numériques de banque centrale. Je crois que tu voulais rajouter un peu. Simplement sur la partie opportunité, on a trop parlé de monnaie numérique de banque centrale, beaucoup moins d'opportunités pour qui? J'imagine que dans la question, c'était opportunité pour l'écosystème blockchain et Bitcoin, n'est-ce pas? C'était pour tout le monde, mais vous l'avez, à juste titre, bien détaché à chaque fois. Pour faire un petit focus sur l'opportunité pour Bitcoin en particulier, on est à Surfing Bitcoin. L'opportunité pour Bitcoin, elle est double. La première, c'est comme j'ai bien dit, c'est la loi du marché qui va se finir par s'imposer malgré toutes les règles qu'on peut appeler tricher avec les règles. Selon Milton Friedman, tout se payera à un moment, c'est-à-dire qu'on peut tricher jusqu'à un certain point et puis après on va quand même payer la facture. Donc après elle va être chère, elle va être grave, elle va être désastreuse, et ça il faut l'éviter autant que possible. Mais c'est une opportunité aussi pour Bitcoin. Donc même si il y aura une MNBC, même s'il y aura des règles qui vont restreindre l'usage en paiement de Bitcoin. Encore une fois, la partie centrale que tout le monde omet, mais ils l'omettent par manque d'expérience dans ce domaine des paiements, c'est un monde caché, c'est de là où viennent la valeur des choses. C'est pas seulement la valeur intrinsèque, c'est quoi la valeur intrinsèque d'un euro en tant que réserve de valeur? C'est parce que je peux payer avec, aujourd'hui ou demain, que c'est un moyen de réserve de valeur. Mais c'est d'abord un moyen de paiement. Donc le noyau central de tout le sujet, c'est le paiement. Il faut absolument que Bitcoin soit adopté en crypto-paiement pour qu'il maintienne sa valeur, pour qu'il gagne en valeur, pour qu'il atteigne sa promesse. La première phrase de Satoshi Nakamoto, la première ligne, c'était un moyen de paiement pair à pair, sans tiers de confiance. Il n'a pas fait un réserve de valeur, il n'a pas fait un actif de spéculation, il a fait un moyen de paiement. Et c'est faux de dire, oui, d'accord, il a pensé comme un moyen de paiement, mais en fait, aujourd'hui, il sert comme un cryptoactif et c'est bien. Non. Aujourd'hui, il a de la valeur, parce que sa valeur future, c'est qu'il va être adopté en tant que moyen de paiement. Si on sait que demain, il ne sera pas adopté en tant que moyen de paiement, regardez le papier de Nassim Taleb, ça vaudra 0, Bitcoin. Il n'aura pas tenu sa promesse. Donc aujourd'hui, l'opportunité pour Bitcoin, elle est là. Elle est d'abord du fait qu'il va concurrencer un moyen de paiement national, régional, comme le yuan ou l'euro, alors que lui, il est global par conception. Il a des atouts pour gagner dans cette bataille, à condition qu'il soit adopté en crypto-paiement. La bataille va être de l'interdire en crypto-paiement ou de le limiter. On ne peut pas payer facilement au nord. On va être très difficilement... Enfin, c'est ça la bataille de Bitcoin, c'est qu'on puisse l'utiliser en paiement. Et enfin, aujourd'hui, pourquoi il a de la valeur? C'est parce qu'on le paie en euros, on l'achète en dollars. C'est un peu grâce à la planche à billets que les gens ont vu que leur monnaie perd en valeur. C'est à cause des mauvaises gestions monétaires de certains États
que le Bitcoin il a gagné en valeur aussi. Donc il est venu répondre à ce besoin. C'est là où il y aura 2 opportunités pour Bitcoin. C'est fait la fameuse phrase, la meilleure pub de Bitcoin, c'est les banques centrales. Justement, si on est dans le pas mais beaucoup, si on est dans la vision, et je m'adresse d'abord à toi Philippe sur ce point, où il faut continuer d'avoir une souveraineté européenne contre les intérêts chinois, contre les intérêts économiques américains, est-ce que dans ces rapports de guerre, alors oui, il faut avoir une MNBC européenne pour garder de la souveraineté, pour que l'Europe ait toujours une voix dans ce monde? Moi, je ne pense pas que ça passe par ça. Enfin, si la BCE veut le faire, qu'elle le fasse, mais la souveraineté européenne, c'est permettre à un écosystème comme je dis tout à l'heure, de pouvoir créer un stablecoin sur l'euro, parce que c'est absolument nécessaire pour le développement des places de marché et de la DeFi en Europe. Donc la souveraineté, c'est ça. La souveraineté, elle se fait par la puissance. Et la puissance, elle se fait par la liberté, par la concurrence. Et c'était l'idée de départ de la construction européenne, de faire un grand marché pour permettre l'émergence d'acteurs importants de taille mondiale, quoi. Voilà. Et ça, on l'a un peu perdu. On est revenu à quelque chose de très bureaucratique, où dès que quelque chose apparaît comme la crypto ou la DeFi, il faut tout de suite réglementer, et on nous balance des MiCA, etc., qui sont en train d'étouffer le secteur, et c'est encore les acteurs étrangers qui vont récupérer la mise, quoi. Donc la souveraineté, ça passe par la réussite économique et pas par des trucs qui tombent d'en haut de la part de l'État ou de la Banque centrale, quoi. Voilà. Même si la Chine a beaucoup d'avance et fait quelque chose qui a l'air de fonctionner dans un pays avec toutes les difficultés qu'on connaît. Ils font ça pour le crédit social, donc voilà, c'est pas vraiment un modèle à suivre, je pense, quoi. Voilà. Tout à fait, mais si dans la diffusion de cette monnaie, alors ils arrivent à prendre des parts de marché d'un point de vue masse monétaire sur des monnaies étrangères, est-ce que c'est recevable à ce moment-là ou toujours pas? Oui, mais si la Chine prend des parts de marché au niveau régional notamment, c'est parce qu'ils font des accords avec des banques centrales du Vietnam et d'autres pays, et de façon à développer l'usage du yuan, où ils sont en train d'essayer de convaincre l'Arabie Saoudite de pouvoir payer leur pétrole en yuan. Mais ça, c'est de la géopolitique, c'est des rapports de puissance. La MNBC yuan, elle n'a rien à voir là-dedans, quoi. C'est un aspect technique secondaire, quoi. Très bien. Donc si on prend la phrase, parce qu'effectivement tu demandais pour qui est le risque, pour qui est l'opportunité, on l'a vu, et si maintenant je rajoute pour le consommateur, pour le contribuable, pour nous dans cette pièce-là, Philippe, tu restes sur ta position. Alors, c'est un risque indéniablement pour la vie privée, indéniablement pour le crédit social, indéniablement pour nous. Oui, parce que c'est la Banque centrale qui met son nez dans nos affaires. Voilà. Et c'est une centralisation, une étatisation encore supplémentaire de la monnaie. Donc, pour moi, voilà, il faut s'en méfier, quoi. Voilà. Yves, mauvaise idée aussi? Absolument. Absolument, merci. Michel, même si pour le coup... C'est une idée qui sera implémentée quand même. Oui. Mais comment faire en sorte alors que le risque soit limité? Le risque, justement, ça c'est une excellente question. En fait, ça va venir, ça va être un risque. La question c'est comment nous, Européens, entre guillemets, Français, Allemands, surtout les Allemands d'ailleurs, qui adorent le cash en papier, et les Italiens aussi, c'est comment mettre en place, convaincre la Commission européenne, le Conseil européen, la BCE, de mettre en place le plus de privacy possible, le plus de contrôle possible sur ce qu'ils vont faire avec cette monnaie. Sachez qu'elle va être centralisée, même s'ils vont utiliser des DLT, des Distributed Ledger Technology ou des technologies blockchain, même s'ils vont faire circuler la MNBC sur des blockchains publics, sur Bitcoin, sur Ethereum, parce qu'ils ont dans leur idée que ce soit un stablecoin qui circule comme les autres stablecoins aussi. Il faut absolument que les Européens prennent connaissance, s'approprient ce sujet, et essayent de peser autant qu'ils peuvent, mais le risque, il est là, il faut juste le gérer. Il faut arriver à le transformer en opportunité. Excellent. Merci beaucoup, messieurs. On va prendre 10 minutes de questions si vous en avez dans la salle, et je pense qu'un micro va probablement passer dans la salle. Ouais, il arrive. Bonjour. Bonjour, merci pour le débat. Bonjour. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Merci pour le débat, c'était très, très intéressant. Tout à l'heure, du coup, Yves, vous avez parlé que le marché, en fait, allait se soigner des dérives, des différentes potentielles dérives des banques centrales. Mais c'est le marché qui est, on va dire, éduqué à l'économie, savoir comment s'y protéger. Au final, la personne moyenne qui n'y connaît rien, au final, tous ces euros en général, c'est stocké dans les banques, dans leur compte en banque. Du coup, est-ce que vous pensez que Bitcoin, par exemple, ça peut être une opportunité d'éduquer les gens par rapport à toutes ces choses-là et
et se développer. Et après, j'avais un autre sujet aussi, parce qu'on avait parlé du coup des cryptos, des monnaies de banque centrale pour les pays développés, mais il y a aussi après tous les pays plutôt en voie de développement. On a eu la conférence sur El Zonte juste avant. Est-ce que pour eux, on voit peut-être que ces pays ont une opportunité justement d'adopter un autre système des monnaies de banque centrale plutôt global pour au final se mettre ensemble et avoir plus de pouvoir par rapport aux zones telles que les US, la Chine ou l'euro. Deux questions différentes. Ok. Quand je parlais du marché tout à l'heure, et puis d'ailleurs quand Michel a parlé du fait que le meilleur va gagner, en fait c'est parce que tous ces phénomènes ils sont régis par un général en chef. Hein. Ce général en chef il s'appelle Darwin. Hein, et dès qu'il y a un nouvel écosystème, dans tous les milieux du monde, hein, que ce soit des écosystèmes naturels, économiques, etc., l'innovation, elle est le moteur du système. Hein, ça veut dire et l'innovation, elle est toujours un peu aléatoire. D'accord ? Quand on voit combien de boîtes sont créées dans l'Internet, c'était vraiment n'importe quoi. Ça allait dans tous les sens. Et il y a un processus darwinien qui s'est mis en place, hein, la sélection naturelle, hein, qui a sélectionné ceux qui devaient survivre et ceux qui ne devaient pas survivre. Et dans tous les écosystèmes, c'est la même chose. Dans l'écosystème des monnaies, c'est la même chose, il y a un processus darwinien. Là, on est dans une grande phase d'innovation dans tous les sens, parce qu'il y a un grand innovateur, hein, qui s'appelle Satoshi, qui a un peu donné un coup de pied dans la fourmilière. Hein, et l'innovation, elle se met brusquement, il y a un moteur d'innovation qui rentre, on va innover dans tous les sens. Et à la fin, un processus darwinien va sélectionner les bonnes idées, hein, le bon grain de livret, et on sait que sur le moyen terme, c'est les bonnes solutions qui vont gagner. Hein, celles qui créent de la valeur, qui vont gagner. C'est ça que je voulais dire quand je parlais du marché. Concernant l'éducation, effectivement, merci Michel, tu m'as éclairé sur une nouvelle acception, hein, de la lecture du titre, c'est risque ou opportunité pour le Bitcoin. Je n'avais pas vu la question comme ça, mais je te remercie de m'avoir éclairé sur le jet de la table ronde. Voilà, il y a plusieurs façons de le lire. C'est clair que la monnaie digitale de banque centrale, c'est une superbe opportunité pour le Bitcoin, parce que c'est une opportunité d'éducation. Hein, si on veut un jour apprendre aux élèves à l'école, au lycée ou à l'université comment fonctionne une monnaie de banque centrale, ça va être difficile de faire l'impasse sur la blockchain et sur le Bitcoin. Hein, donc c'est un instrument de diffusion de la connaissance qui est formidable. Et effectivement, je n'avais pas pensé à cette vision des choses. Et effectivement, brusquement, je deviens super favorable. Il y a toujours des risques. Après, il reste des risques et des opportunités. Qu'il ne faudra pas effacer. On a encore le temps pour une ou deux questions. Si vous en avez, levez la main. Trop bien. Ouais, au fond. Et puis juste devant. Avec plaisir. Merci Yves pour cette petite réponse très pertinente. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend correctement. Rapproche le micro de la bouche. Alors, ouais, parfait. Alors, j'aurais une question qui sera peut-être un peu stupide et vague. Je m'en excuse d'avance. Alors, il y a Yves et Philippe qui avaient dit que justement, le fait que les MNBC permettraient aux banques centrales d'avoir la main dans notre portefeuille, et Michel qui disait que ce serait une fatalité qui arrivera coûte que coûte. Qu'est-ce qui empêcherait du coup les BCE, les banques centrales, de faire des dérives de cette MNBC qui au début serait une threat. Donc la question c'est comment empêcher que la Banque centrale, lorsqu'elle va émettre une MNBC, qu'elle ne fasse pas de trop loin. Voilà, exactement. Quels seraient les garde-fous qui pourraient empêcher les BCE justement de... C'est très difficile de répondre à cette question, parce que là c'est plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de risques que la Banque centrale va prendre sur ses épaules. Leur propre discours sur le sujet, c'est de dire on va limiter l'émission. Donc en gros, ils pensent, Fabio Panetta par exemple à la BCE, si je ne me trompe pas, ou Ulrich Winzel, mais en gros, voilà, il ne fallait peut-être pas que je les cite, parce que je pense que c'est Fabio Panetta qui l'a dit, on ne va pas émettre plus de 1500 milliards d'euros en MNBC. Si je me trompe sur le chiffre, excusez-moi, je sors ça de ma mémoire. Mais en gros, c'est équivalent à la masse monétaire de billets et de pièces. Donc en gros, ils limitent le risque. Ils disent, voilà, si on dérape, s'il y a un problème, si c'est un flop, si l'adoption n'est pas bonne, s'il y a un risque sur les crédits, sur la liquidité de l'argent des banques, le risque, il est limité pour la BCE et pour l'écosystème monétaire par la quantité d'émissions d'un MNBC.
Et bon, je ne vais pas rappeler l'histoire de la France, ni la Révolution, ni les assignats, ni quoi que ce soit. On dit qu'on ne va pas émettre beaucoup, mais en tout cas, actuellement, c'est ça les mesures qui disent, voilà, je serai un bon père de famille et je ne vais pas trop dépenser. Et en fait, ils nous disent, on va faire tout le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on est obligé de leur faire confiance quand même. Oui, non, mais en fait, c'est ça la dérive que moi je voyais venir. C'est que l'histoire nous montre qu'au final, c'est pas la direction que prennent les choses. Ça va souvent dans la direction contraire. Et là où les banques cette fois-ci, ça va être différent. Oui, cette fois-ci, ça va être différent. On le Homme de peu de foi. Moi, je ne peux répondre que la première moitié de ce que j'ai dit. Le reste, heureusement que quelqu'un l'a complété. Merci à vous. Donc c'est très risqué pour nous tous. Hein. Comment ? Achète du bitcoin. Ouais, juste à droite. Est-ce que tu peux relever la main juste là? Merci beaucoup. Bonjour. En prenant en compte que les MDBC n'auraient la fonction de réserve de valeur, mais juste que ce serait uniquement un système de paiement. Ah oui. En prenant en compte que les MDBC ne seraient juste qu'un système de paiement et non plus un moyen de conserver la valeur dans le temps, est-ce que vous pensez que leur avènement serait la fin de la propriété privée et la concrétisation du vous n'aurez rien et enfin, vous connaissez. Hein. C'est-à-dire, le gros problème de dire que la monnaie n'est plus une réserve de valeur, que la réserve de valeur se fait ailleurs, c'est que ça introduit des distorsions dans tout le reste de l'économie. C'est-à-dire que le problème de l'immobilier, c'est que c'est plus seulement le prix ne dépend plus seulement de l'avantage. Il y a un premium dans le prix parce que l'immobilier permet de stocker de la valeur. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour le marché de l'immobilier? Je ne suis pas sûr. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avoir accès à l'immobilier, pas seulement en France, dans tous les pays développés d'ailleurs, c'est le cas. Et puis ça se fait aussi sur les œuvres d'art, sur les voitures de collection, sur plein de domaines. Alors ça peut être aussi sur le bitcoin, sur l'or, enfin bon voilà. Donc ça crée des distorsions dans tout le reste de l'économie, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Donc moi j'ai tendance à dire, il faut faire en sorte que la monnaie de paiement soit aussi une réserve de valeur, quoi, parce que c'est quand même la notion fondamentale, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Yves, dans la définition d'Aristote, que moi j'aime pas trop parce que je la trouve un peu tautologique en fait. Parce que en fait, la question c'est la réserve de valeur, et je préfère la définition que donne Antal Fekete, qui est un économiste autrichien, qui est encore vivant, qui est très âgé. Et lui il dit, la monnaie c'est ce qui sert à déplacer de la valeur dans l'espace et dans le temps. Voilà. Et là, on a tout compris. Après, évidemment, unité de compte, etc., bah oui, ça va sans dire, quoi. Et si ces fonctions-là ne sont plus remplies, ça crée des distorsions dans toute l'économie qui sont vraiment rédhibitoires. Donc, voilà. Donc il faut revenir à une monnaie saine. Voilà. Yves Chouefati, le mot de la fin. Je vais te raconter une petite histoire, Philippe. Donc moi, je dirige une entreprise et j'ai des salariés. Et ces salariés, Tobam, c'est une entreprise qui est possédée par ses salariés. Donc, tout le monde est actionnaire. Quand vous rentrez chez Tobam, vous avez 8 mois de période d'essai, 2 fois 4 mois. À la fin de la période d'essai, soit vous partez, soit vous devenez actionnaire. Il n'y a pas d'exception à cette règle. D'accord ? Donc les gens, ils touchent un salaire et ils ont des actions. Et évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes salaires que s'il n'y avait pas d'actions. Ce n'est pas exactement le même nombre d'actions que s'ils n'avaient pas de salaire non plus. Et souvent, avec la population un peu jeune de Tobam, j'avais des difficultés. Parce que je leur disais, bon, ok, vous pourriez gagner un tout petit peu plus en salaire ailleurs, mais moi, je vous donne des actions. Et les actions, elles ont tendance à grimper dans le temps, donc c'est pas mal, quoi. Ils me disaient, non, nous, il nous faut du salaire. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais qu'est-ce que c'est de cette histoire? Et à un moment donné, il y en a un qui me lâche le morceau, puis qui me dit, bah ouais, mais le problème, c'est que pour emprunter, il me faut d'un salaire. Je suis d'accord avec toi, Yves, c'est beaucoup plus intelligent, mais pour emprunter, une banque, elle me demande un salaire. Et je me suis rendu compte que dans notre inconscient collectif, on est beaucoup, beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Parce qu'un des grands usages qu'on fait de la monnaie, c'est pas de stocker de la monnaie pour faire de la réserve de valeur, c'est d'emprunter. Et en fait, les jeunes en France, une de leurs premières priorités quand ils commencent à toucher des salaires, c'est d'emprunter pour acheter leur logement. Moi, je trouvais ça idiot. Vaut mieux ne pas emprunter, payer un loyer et puis créer de la valeur par ses actions. En fait, tout le monde emprunte. Pourquoi? En fait, c'est du mimétisme. On se met tous à faire comme l'État. Qu'est-ce qu'il fait l'État? Il emprunte aujourd'hui et il rembourse avec la monnaie de singe. Nous tous, c'est ce qu'on essaye de faire. On sait bien inconsciemment que quand on emprunte
aujourd'hui pour acheter son logement et qu'on rembourse sur 20 ans ou sur 30 ans, ben on va rembourser avec une monnaie dévaluée. Et donc ça, c'est L'appartement qui aura plus cher aussi, parce que l'immobilier monte. bah, Parce que c'est devenu une voilà, réserve mais de valeur. voler Voilà. plus cher Donc, avec une ça monnaie va de singe, ensemble. parce que Voilà. c'est pas l'appartement forcément qui vaut plus cher, Ah ouais. mais c'est la monnaie Oui. qui vaut moins cher. Voilà. Donc c'est un peu une nouvelle invention de la monnaie. Hein, c'est un nouvel objet qu'on va pas appeler monnaie, qu'on va appeler money. Hein. Et ben, cette money, parce que c'est le contraire d'une réserve de valeur, elle va avoir un autre usage, hein, parce que en fait, c'est sa dette qu'il faut détenir en euros. Hein, ce n'est pas son actif, c'est son passif qu'il faut détenir en euros. Il faut tous qu'on fasse comme l'État, hein, qu'on se mette à emprunter, parce qu'on sait très bien qu'on va rembourser avec un actif qui est dévalué. Merci beaucoup Yves pour ta réponse. Si jamais vous souhaitez interagir avec nos panélistes, n'hésitez pas à aller piquer à la sortie. Je vous invite à rester. Merci beaucoup. Je vous invite à rester pour la prochaine table ronde puisque Michel, tu seras tout seul sur ces magnifiques scènes pour parler de la vie d'un système de paiement fiat de l'émission jusqu'à la validation finale. Tout le cycle de vie des paiements. Bonne conférence. Merci.